Alors, on commence comme d'habitude par les, les- les highlights du mois, les questions qui ont retenu mon attention ce mois-ci. Alors, je trouve que c'est un mois qui a été très riche. J'avais du mal à choisir les thématiques cette fois-ci. Il y a vraiment une agitation. Alors, je ne sais pas si c'est le printemps qui remet tout le monde en marche, mais il y avait beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, parmi les sujets qu'on a déjà traités, qu'on a déjà eus dans les tuyaux, on a évidemment l'espèce de navigation à vue sur la stratégie pour contenir la pandémie de Covid-19 et notamment la concurrence vaccinale. Deuxième sujet que je ne vais pas traiter, mais dont je dis un mot, la dégradation très rapide de la situation en Birmanie. Vous savez que quand j'avais exposé ce sujet il y a 2 mois, je pense, on se demandait si euh, les manifestants birmans prendraient le risque d'aller au clash avec l'armée. Là, ça a été le cas. Donc, on est maintenant à des dizaines de morts et on a un vrai sujet sur la façon dont la communauté internationale, entre guillemets, peut réagir ou essayer d'empêcher un bain de sang en Birmanie. Deux autres sujets au Proche-Orient importants, les élections israéliennes, avec un Netanyahou qui a plus de majorité, qui a du mal à refaire ses petits équilibres politiques, et puis l'espèce de putsch jordanien, donc on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, mais qui montre que le royaume est plus fragile que ce qu'on croyait, et que les luttes de clans se resserrent, et que l'ambiance n'est pas au libéralisme aujourd'hui en Jordanie. Alors, les 4 vrais sujets que j'ai retenus, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je trouve qu'ils sont atypiques, à part un peut-être, c'est des sujets assez atypiques et qui permettent vraiment de prendre du recul. C'est-à-dire que là, vraiment, en tant qu'analyste en chambre qui passe sa vie entre les Zooms et la documentation sur Internet, je me retrouve avec des nouvelles thématiques qui peut-être étaient un peu dans l'ombre auparavant et qui maintenant sortent dans la lumière du fait des conditions très bizarres dans lesquelles on travaille actuellement. Première thématique, celle de blocage du canal de Suez par l'énorme porte-conteneurs de l'Ever Given ces dernières semaines. La deuxième thématique, celle la plus classique, c'est une attaque de djihadistes au Mozambique, c'est-à-dire un endroit où on ne les attendait pas vraiment. La troisième thématique, c'est quand même la question de la commission Duclerc et du travail des historiens français sur le Rwanda. Euh, et la quatrième, c'est donc cette fabuleuse histoire de protocole diplomatique et d'humiliation publique de l'Union européenne par Ankara. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ou pas? Et c'est parti pour Sur la route de la soie chinoise. Alors, je vais essayer de commencer par vous faire des partages de cartes. La carte la plus simple, c'est la carte du départ. Donc elle vous montre qu'il y a cette idée de route qui partirait. On va essayer de comprendre la logique de ce projet du point de vue de la Chine et telle qu'elle est présentée aux partenaires éventuels ou aux partenaires qui finalement sont peut-être réduits au simple rôle d'étape. En tout cas, on a au départ cette idée de 2 routes qui sont l'une, une route terrestre au nord, et l'autre qui sont les routes maritimes au sud. Donc en rouge, les routes terrestres, et au sud, ces routes maritimes, dont vous voyez qu'elles passent par l'Afrique et qu'elles traversent d'ailleurs le canal de Suez. Et ce temps de trajet serait réduit de moitié avec les nouvelles routes de la soie. Donc c'est un projet d'efficacité de la mondialisation. Et pour arriver à réussir cette performance, donc de réduire le temps de trajet, de rendre plus efficaces les transports, on va construire des nouvelles infrastructures du Pacifique jusqu'à la mer Baltique, avec des autoroutes, des axes ferroviaires, des nouveaux axes maritimes, des gazoducs, des oléoducs, le déploiement de la 5G. Donc tous ces projets de connexion physique et non physique, puisque la 5G, c'est un projet de connexion semi-physique, vont être réalisés par les Chinois, qui vont investir massivement eux-mêmes ou éventuellement en partenariat dans des pays, mais qui quand même, dans l'idée, font cadeau au monde. C'est une façon de présenter ces routes de la soie, d'opportunités de développement extraordinaires. Donc, la Chine peut investir tout azimut parce qu'elle a un excédent commercial énorme, parce qu'elle est encore en croissance très forte. Et on organise un premier sommet dédié au sujet en 2017. Et je crois que c'est là qu'on voit arriver le sujet vraiment
à la surface de la conscience médiatique. Donc, Ouais, il faut des exemples qui sont parlants, qui sont à la fois, très ponctuels, mais très parlants peut-être pour nous. L'idée de relier Londres à Pékin en train en moins de 48 heures, à l'horizon 2026. Je sais pas si vous imaginez, bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages en train, dans ces zones. Moi, j'ai fait, un voyage en transsibérien en 2 parties, sur 2 années. En principe, pour faire, Moscou-Pékin, on met une semaine. donc là Politiquement, cette énorme capacité de mobilisation symbolique avec l'idée d'une Chine qui est moderne, efficace, pour qui rien n'est impossible. et Elle a démontré sa supériorité, son agilité, elle a démontré qu'elle pouvait fournir des équipements sanitaires et géopolitiquement, elle a vraiment affirmé ses ambitions partout avec une diplomatie qui est devenue beaucoup plus agressive. Vous avez vu la multiplication des incidents avec des diplomates chinois et par exemple avec l'ambassade de Chine. Aujourd'hui, tous les think tanks s'inquiètent beaucoup puisqu'on a des chercheurs sur la Chine qui sont visés directement par l'ambassade de Chine et des rappels à l'ordre qui ont lieu assez rapidement. Et les États-Unis qui prennent acte de l'affrontement. Alors ça c'est évidemment joué sous Trump, mais ça c'est une partie de l'héritage Trump que Biden reprend à son compte, la fermeté vis-à-vis de la Chine et Joe Biden qui a déjà déclaré qu'il suggérait une alternative au rôle de la soie chinoise. Il a indiqué qu'il souhaitait avoir une initiative similaire au bord, venant des États-Unis, et elle est présentée comme venant des États démocratiques. Sens, alternative, qui conteste le condominium des puissances classiques occidentales, et de la Russie, sur le monde, et qui, peuvent expliquer qu'ils ont été eux-mêmes des pays émergents, ils savent ce que c'est que la croissance, ils savent ce que c'est que de sortir de la pauvreté. Ça, c'est un discours, pour rendre la présence chinoise acceptable, qui est un discours très fort. De même, les Turcs disent systématiquement ils sont à la fois un pays en voie de développement et un pays développé, un pays, industriel, mais un pays qui a connu ses propres difficultés de développement économique.